Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de formation de l'Académie de la Cheville. Alors, ce soir, comme d'habitude, le webinaire est filmé, donc vous inquiétez pas, c'est pas chez vous que c'est filmé, mais bien sûr, on est filmé. Et si jamais les vidéos qui sont diffusées dans la soirée, mais il y en aura peu ou voire pas ce soir, donc pas de problème. Si jamais il y a des choses qui ne marchent pas, ou vous devez aller surveiller les pattes qui cuisent un peu trop ou le petit qui pleure, vous inquiétez pas, vous pourrez revisualiser cette formation en ligne. Elle sera diffusée dès demain sur notre chaîne YouTube et vous recevrez le lien ainsi que le support PDF de cette formation. Donc aucun souci pour ça. L'Académie de la Cheville, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je vois qu'il y a plein de fidèles de cette initiative, c'est un ensemble de formations en ligne qui est destiné aux professionnels de la prise en charge des instabilités de cheville et plus largement des pathologies du pied. Et les formations sont dispensées par des gens qui sont soit kinésithérapeutes, soit chercheurs, soit médecins, ou voire chirurgiens, et tous spécialisés dans la cheville. Et la particularité, c'est que chaque intervenant a une activité de recherche et une activité publiante dans ce domaine de la maîtrise de la cheville instable. Donc, pour mon cas, Romain Terrier, je suis chercheur au laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité à l'Université de Savoie. Je travaille sur cette problématique depuis bien longtemps avec toute une équipe composée d'autres chercheurs et de kinésithérapeutes, mais également de chirurgiens. Et ce soir, on va évoquer un thème qui est particulièrement sensible, dans le sens où il y a pas mal de réactions qu'on peut voir sur Internet, ou de discussions en dehors des réseaux sociaux, sur le temps de réaction et ce qu'on peut faire en tant que thérapeute sur le système musculaire. Beaucoup de gens considèrent que le temps de réaction étant trop lent vis-à-vis du temps traumatique, de la durée du mécanisme traumatique, eh bien, beaucoup de gens considèrent qu'à partir de là, il n'y a rien à faire et que ça ne sert à rien de renforcer les fibulaires. On va essayer de modérer ce positionnement, ou en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui détiennent la vérité et d'autres qui ne la détiennent pas, mais on va essayer d'échanger à ce sujet-là. En parlant d'échange, d'ailleurs, je vais faire une présentation qui va durer à peu près une demi-heure, peut-être un peu plus, parce que j'ai tendance à beaucoup parler, mais pendant tout ce temps-là, vous pouvez poser des questions par écrit, par le biais de la rubrique qui est bien intitulée, la rubrique questions en bas à droite de votre écran. Et puis je compilerai ces questions en fin de présentation pour qu'on ait un temps d'échange. Donc il n'y a aucune prétention de détenir la vérité. En tout cas, on va essayer de faire un point le plus exhaustif possible de ce qui se passe dans la littérature scientifique à ce sujet-là. Alors, ce qui est acté, c'est que le temps de réaction musculaire est plus long que ne peut être le temps traumatique. C'est-à-dire que l'entorse peut se faire plus rapidement que la réaction musculaire, la réaction pour détecter ce mouvement-là et générer une force musculaire stabilisatrice de la cheville. Donc ça, c'est un constat. À partir de là, si on est tous d'accord là-dessus, la vraie question qui se pose, en tout cas selon nous, notre petite équipe, c'est comment on fait pour éviter une entorse en cas de déstabilisation soudaine de la cheville. Il y a des fois, je pense qu'on l'a tous vécu, où notre cheville est déstabilisée, et malgré tout, bien que la durée d'enclenchement, ou en tout cas de réalisation du traumatisme soit plus faible que la réaction musculaire, mais il y a quand même des cas où on arrive à éviter l'entorse suite à une déstabilisation soudaine en inversion de la cheville. Donc on a vraiment essayé de comprendre tout ça. Alors, cette présentation va se passer en plusieurs temps. Dans un premier temps, on va placer le contexte. Ensuite, on va parler de physiologie musculaire, et notamment dans le domaine du timing, de la durée. Et puis, ensuite, on va parler d'aspects cinématiques d'une entorse réelle. Et ensuite, je vais vous parler d'une étude qu'on a pu faire au sein du LIBM. Alors, le contexte, ceux qui ont l'habitude l'ont déjà vu régulièrement. L'entorse de la cheville, c'est à peu près 6000 à 6500 cas par jour en France. La rééducation est insatisfaisante dans le sens où les taux de récidive sont à peu près équivalents
et c'est variable entre les études, mais il y a à peu près entre 40 et 50% de récidives dans l'année ou les 2 ans qui suivent qu'on ait réalisé une rééducation ou pas. Et puis la conséquence importante de cette instabilité chronique qui s'installe, c'est le développement d'arthrose. Alors le lien entre première entorse mal rééduquée ou non rééduquée et instabilité chronique a été fait par l'AIC, l'Ankle International Consortium, dès 2012, et en 2016, ce groupe international qui fait référence au niveau mondial a essayé de faire le lien entre récidive et instabilité chronique. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'instabilité chronique touche entre 25 et 70% des gens qui se sont fait une première entorse. Tout ça, bien évidemment, ça prend en compte les gens qui se sont rééduqués, qui ne se sont pas rééduqués, qui sont rééduqués d'une certaine manière ou d'une autre, qui sont devenus sédentaires, qui ont continué à faire une activité physique exposée. Donc c'est ce qui explique cette fourchette relativement large. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'instabilité chronique fait le lit de l'arthrose. Donc 70 à 80% des cas d'arthrose de cheville sont post-traumatiques, c'est-à-dire que la très grande majorité des cas des gens qui développent une instabilité chronique de cheville ont au départ fait une entorse de cheville, et cette instabilité chronique, ou en tout cas cette arthrose, a tendance à se développer à des âges plus jeunes que sur les autres articulations. On pense beaucoup au genou et à la hanche. Et donc, les entorses initiales comptent pour 15 à 20%, donc jusqu'à 1/5 des futurs cas d'arthrose de cheville. Donc le problème n'est pas seulement un problème instantané, c'est pas seulement un problème de gérer la douleur et de gérer l'œdème, il s'agit vraiment, pour le kinésithérapeute notamment, de rétablir une stabilité articulaire satisfaisante pour éviter cette cascade vers l'instabilité chronique et le développement de l'arthrose. Cette cascade peut aboutir, donc, comme on l'a dit, à l'arthrose. Le cas en tout cas, le délai moyen entre l'entorse grave et l'arthrose, c'est 26 ans. 28 ans entre les entorses récidivantes et l'arthrose. Et puis, 10 à 40% des instabilités chroniques se transforment en arthrose. Bon, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est vraiment pour montrer que le problème de l'entorse de cheville n'est pas réglé quand le patient n'a plus mal et n'a plus d'œdème. Ce qu'il y a derrière, c'est le concept d'instabilité chronique qui s'installe, qui peut ou pas aboutir sur des récidives, et qui peut ou pas aboutir sur des instabilités chroniques. Et d'ailleurs, on peut passer de l'entorse à l'instabilité chronique sans passer forcément par les récidives, ne serait-ce que par les instabilités qu'on peut considérer comme étant fonctionnelles au quotidien. Alors, pourquoi cette pathologie est si fréquente? Alors, certains ont déjà suivi les webinaires, j'imagine, de Brice Picot sur l'anatomie de la cheville, mais il y a une figure issue notamment ici de Kapanji, qui montre bien dans l'axe UU', le fameux axe de Encke, qui est finalement l'axe de la soutalienne, qui part de la tubérosité postérolatérale, et puis qui ressort, qui part en avant, qui passe par le sinus du tarse et qui se ressort en avant, avec cet axe autour de cette soutalienne, à peu près à 45 degrés, et qui est l'axe autour duquel se font les mouvements d'inversion et version. C'était très intéressant de pouvoir faire de l'inversion et de l'inversion puissante, notamment quand on avait une locomotion arboricole. Alors, ça ne nous a pas trop concerné, mais ça a concerné pas mal nos ancêtres. Depuis qu'on est sur un mode de locomotion bipède, c'est beaucoup moins intéressant, parce que vous pouvez constater ici que à l'extérieur et en arrière de l'axe de flexion-extension, il n'y a que les deux fibulaires qui peuvent générer l'éversion pure, et puis on a des groupes musculaires beaucoup plus nombreux et beaucoup plus avec des sections beaucoup plus importantes qui peuvent générer un mouvement d'aversion. Donc nos chevilles sont faites pour partir en inversion, et les groupes musculaires qui permettent de maîtriser ce mouvement d'aversion sont relativement faibles par rapport à leurs antagonistes. Alors, dans l'instabilité chronique de cheville, il y a différents paramètres. Il y a des paramètres mécaniques qui sont
géré et gérable uniquement par l'intervention chirurgicale, l'hyperlaxité éventuellement, des conformations osseuses inadaptées, etc. Ce qui doit être évalué en priorité, c'est si l'instabilité articulaire est liée à un déficit fonctionnel. Quand on parle de déficit fonctionnel, on parle de déficit à un endroit ou à un autre de la boucle sensorimotrice. Ces déficits peuvent être des déficits proprioceptifs. On a encore une fois au sein de l'Académie de la cheville des webinaires dédiés à cette problématique. Des déficits d'amplitude de dorsiflexion, notamment en charge, des déficits de faiblesse des éverseurs, on en reparlera, des déficits de contrôle postural, des faiblesses musculaires plus proximales comme celles des abducteurs de hanche. Ce soir, on va plutôt évoquer la problématique de l'activité neuromusculaire, et notamment dans les activités dynamiques comme la locomotion. Alors, on va parler de la contraction musculaire et on va aller revenir assez loin sur les composantes et ce qui fait qu'un muscle se contracte. Il y a une histoire de délai, il y a des choses qui sont incompressibles, comme dans plein de domaines, il y a des temps à respecter. Alors, la contraction musculaire, il y a un concept à maîtriser quand on essaye de prendre en charge des problématiques qui rentrent dans le champ de la contraction musculaire ou du mouvement humain, c'est le délai électromécanique. Alors, on va prendre le temps de détailler ce qui se passe. Vous savez très bien, autant que moi, que le système musculaire est un système sous dépendance du contrôle du système nerveux central et notamment du cortex. Quand le système nerveux central envoie une commande qui arrive au niveau de la jonction neuromusculaire, on peut détecter une activation du muscle. On la détecte par le biais d'une mesure électromyographique. Très bien, ça ne veut absolument pas dire qu'à ce moment-là, le muscle produit de la force. Entre sa stimulation électrique par le système nerveux central et le moment où le muscle produit de la force, il y a différentes étapes. Vous voyez ici une tête de myosine qui est en train de s'accrocher, de se décrocher, de se réaccrocher sur certains éléments de filament d'actine. Je vous rappelle que les ponts d'union actine-myosine sont le fondement de la contraction musculaire. Alors, pour rentrer un peu dans ces détails, en fait, entre le moment où il y a une propagation du potentiel d'action sur la membrane musculaire et le moment où il y a production de force, eh ben, il y a un délai. Et ce délai, comme je viens de le dire, c'est le délai électromécanique entre l'activation électrique du muscle et l'activation mécanique du muscle. Donc l'étape 1, c'est la dépolarisation et la propagation du potentiel d'action. En 2, il y a une augmentation massive des ions calcium dans le sarcoplasme au sein de la cellule musculaire. Étape 3, la diffusion de ces ions calcium et l'arrivée à proximité des filaments d'actine. En étape 4, il y a une déformation de la tropomyosine. En fait, sur l'actine, il y a des zones bien précises sur lesquelles peuvent s'attacher les têtes de myosine, mais qui ne sont pas accessibles d'origine. Et du fait de l'arrivée des ions calcium, ces éléments deviennent accessibles. Donc on parle de déformation allostérique de la tropomyosine, ce qui permet la fixation des têtes de myosine sur les molécules d'actine. Et donc là, on a une production d'énergie qui peut commencer à modifier l'angle tête-queue de la myosine. Donc c'est cette modification d'angle tête-queue de la myosine qui va permettre de générer un glissement entre les filaments d'actine et de myosine. C'est que à partir de là, que à partir de cette 6e étape, il y a 8 étapes en fait, mais les 2 autres étapes sont plutôt liées à la décontraction musculaire, au relâchement musculaire. Mais c'est seulement à partir de cette 6e étape qu'on commence à avoir un glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine, et donc qu'on commence à avoir un effet mécanique de la contraction musculaire. Vous voyez qu'il y a ces différents éléments, forcément, ça prend un temps pour être généré. Donc si vous mesurez une activation musculaire sur la base d'un signal électromyographique, il ne faut pas considérer qu'à la milliseconde près, il y a la genèse d'une production de force. C'est très important. Donc, vous voyez ici, on ressort des éléments cheville, mais vous voyez ici, par exemple, une production de Gribble et collaborateurs en 2002, d'ailleurs j'ai oublié de les citer à l'écrit. Vous voyez ici le déplacement de la position de la main sur un mouvement de flexion d'épaule.
Donc le trait vertical plein que je suis en train de montrer ici, c'est le début du déplacement de la main. Et puis, vous voyez ici, en bas, l'activation électromyographique du muscle agoniste principal, qui est le grand pectoral. Donc vous voyez qu'en pointillé ici, c'est le début de l'activation musculaire, et avant que cette activation musculaire produise un effet cinématique, un effet moteur, eh bien, il y a un délai entre les deux. Ce délai, c'est le fameux délai électromécanique qui sépare l'activation EMG du muscle agoniste principal et la production de force. Donc il y a vraiment cette illustration ici. Il ne faut pas considérer que dès le pointillé ici, il y a un début de production de force. Bien évidemment, l'inertie du membre à mettre en jeu influence ce délai électromécanique. Si on bouge un œil, le délai électromécanique est beaucoup plus faible que si on bouge une jambe, par exemple. Ça va de soi. Alors, pour ce qui est des éverseurs de cheville, le délai électromécanique, donc le délai entre l'activation EMG, que vous pouvez visualiser ici, sur un schéma très simplifié, et la production de force des muscles éverseurs ici, est estimé entre 70 et 75 millisecondes. Alors c'est pas une estimation, c'est bien évidemment une mesure qui a été faite, notamment par Conradsen et ses collègues. Ceux qui suivent les travaux sur la cheville connaissent ce nom depuis un certain temps. Donc on considère que entre le moment où les éverseurs s'activent et le moment où ils produisent une force, il y a au moins 70 millisecondes. Ça c'est le premier point. Je vous ai dit depuis tout à l'heure que il y a vraiment une histoire de timing sur la contraction musculaire des éverseurs de cheville. Le deuxième concept qu'il faut prendre en compte, c'est le fameux temps de réaction péronéen. Alors je suis désolé, on devrait dire temps de réaction fibulaire, mais en tout cas dans la nomenclature des gens qui font de la recherche sur le sujet, on est resté sur le temps de réaction péronéen et donc sur le TRP. Alors ce temps de réaction péronéen considère que avant même que le muscle s'active, dans le cas d'une instabilité ou d'une déstabilisation de la cheville, il faut commencer par détecter cette déstabilisation de l'articulation. Donc il y a déjà un délai entre le moment où la cheville est déstabilisée, le moment où le système nerveux central se rend compte que cette cheville est déstabilisée, puis il envoie une commande où le muscle s'active, et à partir de là on commence le délai électromécanique, et à partir de là, il faut encore les 70-75 millisecondes pour que le muscle produise de la force. Alors, entre le moment où l'articulation est déstabilisée et le muscle s'active, il y a un temps qui s'appelle le temps de réaction péronéen. Ce sont des choses qu'on peut mesurer. En l'occurrence, au laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité à l'université de Savoie, on a fait ce genre de choses-là en plaçant des gens sur des systèmes qui déstabilisent leur cheville en inversion. Vous voyez qu'on a pu installer et positionner des électrodes EMG et qu'on a mesuré différentes choses, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais on positionnait les personnes en situation complètement sécurisée, et à un moment donné, on venait déstabiliser une de leurs chevilles, et on mesurait le délai entre le point que vous voyez ici, qui est le début du mouvement d'inversion, donc le début de la déstabilisation de la cheville, et ici, le début de l'activation, en l'occurrence, du long fibulaire. Donc le délai entre cette stimulation mécanique qui est la déstabilisation articulaire et le début de l'activation musculaire des muscles qui stabilisent, donc antagonistes à ce mouvement, ça s'appelle un temps de réaction, en l'occurrence un temps de réaction péronéen. Si on le dit autrement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que entre l'activation musculaire et la production de force, il y avait 70 à 75 millisecondes, et c'est le délai électromécanique qui est ici. Et en amont de ce délai électromécanique, vient se positionner un espèce de délai sensoriel qui est le délai entre la déstabilisation, donc la détection de cette déstabilisation et l'activation des muscles. Il est ce délai de 60 à 70 millisecondes. Je vous renvoie à la littérature scientifique. Quand on déstabilise en supination pure, on est plutôt autour de 70 millisecondes. On a pu montrer avec mon collègue et néanmoins ami Nicolas Forestier qu'en déstabilisant de manière plus fonctionnelle et plus physiologique autour de l'axe de Encke, donc autour de l'axe de la soutalienne, autour duquel se font les entorses latérales de cheville, ce temps de réaction peut descendre à 60 millisecondes. Quoi qu'il en soit, il ne descendra pas beaucoup plus bas. Donc, au final, entre le moment
J'imagine un sujet en train de courir ou de marcher, entre le moment où sa cheville est déstabilisée et le moment où ses éverseurs commencent à produire de la force, il se passe au moins 130 millisecondes. Et ça, c'est le scénario le plus optimiste. Il faut au moins 130 millisecondes entre la déstabilisation en inversion et le début de production d'un moment de force éverseur, qui est un moment de force protecteur vis-à-vis de ce traumatisme. Alors, tout ça, c'est la physiologie articulaire, la physiologie musculaire. Il faut essayer de le mettre en rapport à la cinématique de l'entorse de la cheville, et là, on va aller assez vite. Si on veut essayer d'avoir une vision chronologique des choses, on est obligé de citer Jean-Louis Thenard en 1988 qui nous dit qu'une entorse se fait en 40 millisecondes. La petite nuance qu'on peut mettre là-dessus, c'est qu'une entorse peut se faire en 40 millisecondes. Ces simulations, je vous renvoie vers cette étude particulièrement intéressante, mais ces simulations ont été faites sur des cadavres donc qu'on envoyait contre des murs, et donc les entorses se faisaient en 40 millisecondes. Il faut bien prendre en compte ici qu'il n'y a aucune possibilité de réaction active et de protection musculaire vis-à-vis de ce mécanisme. Néanmoins, on se rend compte que 40 millisecondes par rapport aux 130 millisecondes qu'il faut entre la détection du mouvement d'inversion et la production de force protectrice, il y a un petit problème. Sur des traumatismes réels, Fong et collaborateurs en 2009 ont montré que la durée de la phase traumatique est de l'ordre de 60 millisecondes et que les pics de vitesse angulaire sont, en tout cas est, le pic de vitesse angulaire sur l'entorse qui a pu être constaté lors de cette étude est de 623 degrés par seconde, ce qui représente une énergie cinétique particulièrement élevée. Une deuxième étude 2011, donc 2 ans plus tard, nous montre chez des Norvégiens que le pic de vitesse angulaire est également à haute énergie cinétique de l'ordre de 559 degrés par seconde pour une entorse de cheville qui arrive également pendant une étude scientifique. Alors, la problématique, c'est puisqu'il faut au minimum 130 millisecondes entre la déstabilisation et la production de force protectrice, et que le traumatisme survient très rapidement, plus rapidement, on peut dire, comment peut-on se protéger vis-à-vis des entorses de cheville? C'est une question centrale parce que on peut considérer que du coup, il y a une fatalité, qu'il n'y a aucun moyen de se protéger vis-à-vis de ces entorses. Alors, on va essayer de casser ce dogme en 2 temps. Le premier temps, alors ça paraît être une lapalissade, mais c'est important de le préciser, le meilleur moyen d'éviter l'entorse, c'est d'éviter la déstabilisation en inversion. Pour ça, il faut proactiver. Alors, qu'est-ce qu'on a pu constater? C'est que l'organisation motrice de tous les sujets sains, que ce soit sur de la marche accidentée, de la course, des sauts, des descentes d'escalier, des changements de direction, montre que les muscles éverseurs, les muscles fibulaires, s'activent avant l'impact du pied au sol. Alors que ce soit le talon ou l'avant-pied en fonction de la tâche considérée, on a systématiquement, chez les gens qui ont des chevilles saines, une activation musculaire qui anticipe l'impact du pied au sol. C'est ce qu'on appelle la proactivation. Proactivation et activation musculaire anticipée, c'est la même chose. Comme proactivation, c'est plus facile à dire et plus court, on va continuer avec ce terme-là. Donc, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que cette proactivation est de l'ordre de 80 millisecondes. 80 millisecondes, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit sur le premier délai dont on a parlé, qui est le délai électromécanique entre l'activation musculaire et la production de force, ce délai pour les éverseurs, il est de 70-75 millisecondes. Ce qu'on constate, et ce qui, en tout cas, nous, a attiré notre attention, c'est que les gens qui ont des chevilles stables font en sorte que leurs muscles s'activent de manière à couvrir le délai électromécanique avant que le pied se pose au sol. C'est-à-dire qu'au moment où il y a un impact pied-sol, il y a une production effective de moments éverseurs, de moments protecteurs, stabilisateurs de la cheville. Il ne s'agit pas forcément de proactiver plus, c'est une question qu'on a régulièrement. Si je proactive de 200 millisecondes ou de 500 millisecondes, c'est pas forcément utile et au contraire, ça va peut-être m'amener à être hyper pronateur. Donc ça peut être éventuellement, et il y a des travaux de recherche en cours à ce sujet-là, ça peut éventuellement être le signe d'une stratégie de compensation, de surprotection qui peut avoir des conséquences néfastes.
Donc la physiologie articulaire veut que nous couvrions le délai électromécanique avant l'impact du pied au sol. Et pour ça, il faut une activation anticipée, une proactivation de l'ordre de 80 millisecondes avant la pose du pied au sol. Et il se trouve que c'est ce qui se passe chez les sujets sains. Ce qui est intéressant, c'est que quand on place les patients dans des situations de locomotion et de déstabilisation spécifiques de l'arrière-pied, autour de l'axe physiologique, qu'on emmène leur arrière-pied en inversion dans des conditions dynamiques, eh bien, on est capable de générer et de recréer ces mécanismes de proactivation. Et cette étude qui a été publiée il y a 12 ans maintenant nous montre que ce qui est intéressant, c'est que les patients qui sont en instabilité de cheville, eh bien, quand ils ont ce type d'équipement au pied, activent leur fibulaire 77 millisecondes en moyenne sur les sujets qui ont été passés, 77 millisecondes leur fibulaire avant de poser le talon au sol. Et donc on voit bien qu'il y a une correspondance quasi parfaite entre le délai électromécanique et ce timing de proactivation. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et on n'en démordra pas. Le meilleur moyen d'éviter l'entorse, c'est d'éviter la déstabilisation. Pour ça, il faut proactiver. Et il faut proactiver avec des éverseurs qui sont capables de produire une force, un moment de force assez important pour stabiliser l'articulation. On entend dire, ou on lit par-ci et par-là, régulièrement que puisque les fibulaires ou les éverseurs sont trop lents pour réagir vis-à-vis du mécanisme traumatique, ça ne sert à rien de les renforcer. Nous pensons, moi en première ligne et l'équipe avec laquelle je travaille, que c'est une hérésie de penser ça, parce que il y a la question du timing, mais si le muscle s'active au bon moment, mais qui ne produit pas la force nécessaire pour stabiliser l'articulation, c'est un coup d'épée dans l'eau. Emmanuel Macron dirait que c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est un peu pareil. Donc il faut vraiment redonner la capacité au système musculaire à produire la force nécessaire, et puis faire en sorte qu'il s'active au bon moment. Donc il n'y a pas d'opposition entre renforcement et timing d'activation. La deuxième problématique, c'est comment on peut éviter le traumatisme dans le cas où il y a une déstabilisation. Autrement dit, la proactivation est prise en défaut et notre cheville est déstabilisée. On a mis le pied sur un élément qu'on n'a pas repéré, ou la proactivation n'a pas été mise en place comme il faut, ou on a un déficit de force musculaire. La cheville est déstabilisée dans des conditions d'entorse, à des vitesses cinématiques qui correspondent à une entorse. Comment on peut éviter la déstabilisation? Si on se cantonne à ce que je viens de dire jusque-là, ben on aurait tendance à répondre, c'est impossible d'éviter l'entorse. Le délai de réaction est trop important, donc soit on anticipe, soit on évite l'entorse. C'est hyper sexy d'un point de vue intellectuel et théorique. Par contre, on est tous obligés de constater que ça nous est arrivé à certains moments d'éviter une entorse, alors que notre cheville s'est dérobée rapidement. Et ça, c'est une question qui nous a taraudé depuis un certain temps et à laquelle on a essayé de répondre. Alors, pour essayer d'apporter des éléments sur ce point, il faut revenir aux fondamentaux. Et le fondamental principal, c'est que l'entorse de cheville, c'est la combinaison d'une inversion d'amplitude excessive et d'une mise en charge. Si on a une mise en charge sans inversion, ça ne fait pas d'entorse. Si on a une inversion sans mise en charge, ça ne fait pas d'entorse. Donc vraiment, le moment critique ou la condition critique, c'est d'associer ces deux éléments. Inversion d'amplitude importante et mise en charge importante. Dans le cadre d'un projet de recherche qu'on a mené au sein du LIBM, eh bien, on a placé des gens dans des situations d'entorse où on les a mis sur un système où ils étaient sécurisés. Et puis, à un moment inattendu, et on contrôlait qu'ils étaient en décontraction musculaire, on venait lâcher complètement cet articulateur, et donc sur lequel ils étaient positionnés, et donc leur arrière-pied partait autour de l'axe de Encke à des vitesses qui n'étaient pas maîtrisées. On s'est rendu compte que la plupart, comme vous voyez dans l'ellipse orange ici, la plupart des essais qui ont pu être réalisés ont été réalisés avec une vitesse, vous voyez en ordonnée ici, supérieure à 600 degrés par seconde. Donc tout ça là, tout ce qui est dans cette ellipse rouge, correspond à la fois dans le domaine de la trajectoire et à la fois dans le domaine de la vitesse, à des mouvements d'entorse de cheville réels.
et il se trouve que personne ne s'est blessé. On a essayé de comprendre pourquoi, et ça veut dire qu'il y a un mécanisme qui existe. Alors ici, vous voyez, en ordonnée des données arbitraires, le temps en abscisse. La courbe noire que vous voyez ici, c'est le déplacement de la cheville, donc ici en position neutre, ici en inversion, en mouvement d'entorse. On bloque à 35 degrés. En bleu, on voit la force verticale sous l'appui, donc l'appui, pardon. Donc notre sujet est en appui unipodal, ça c'est 100% du poids du corps, et puis on voit l'évolution de la force verticale sous l'appui. Et puis en rouge, on voit l'activité du long fibulaire, alors qui est complètement synchrone avec l'activité du court fibulaire sur cette manip. Donc pour pas surcharger ce graphique qui l'est déjà pas mal, on a décidé de montrer uniquement cette activité. Alors qu'est-ce qui se passe? L'instant critique, où est-il? Il est là. L'instant critique, comme je l'ai développé tout à l'heure, c'est le moment où on a inversion de cheville, donc vous voyez en noir ici qu'on a 35 degrés d'inversion de cheville, et puis où on a la mise en charge maximale. Donc là, on est au-delà, quasiment à 200% du poids du corps. Donc le moment où on a mise en charge maximale, courbe bleue, et inversion de cheville maximale, courbe noire, on est vraiment à l'instant critique vis-à-vis du risque traumatique. En rouge, ici, vous voyez l'activation du muscle long fibulaire, donc des éverseurs de cheville. Ce qui est très intéressant, c'est de constater que le délai entre cette activation musculaire, en orange ici, et le moment critique vis-à-vis du risque traumatique d'entorse de cheville, est systématiquement supérieur à 80 millisecondes. Il est même systématiquement supérieur à 100 millisecondes. Autrement dit, il est supérieur au délai électromécanique. Donc, encore une autre manière de le dire, c'est que entre le moment où le muscle s'active et le moment où il y a un risque d'entorse, eh ben, il se passe assez de temps pour que le muscle produise une force stabilisatrice de la cheville et protectrice de la cheville, un moment éverseur. Et donc ça c'est un fait, personne s'est blessé alors qu'on les a mis dans des conditions où ils devaient se blesser, des conditions qui correspondent à une entorse de cheville, personne ne s'est blessé et on a pu constater cet élément. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce temps nécessaire entre les deux. Et ce qu'on a pu constater, c'est cette phase où, avant de réaugmenter massivement, la mise en charge sur l'appui déstabilisé se réduit. Et donc, on appelle ça le délestage. Il y a un moment où le muscle en tout cas, l'appui déstabilisé se déleste. Mais alors, c'est pas une solution miracle, parce que se délester en pliant le genou, en se laissant aller vers le bas, ça génère une accélération verticale vers le bas, qui fait qu'au moment où on reprend l'appui, eh ben, on va exploser le compteur et on va remonter bien au-delà des 100% du poids du corps. Donc il va y avoir une remise en charge encore plus importante. Donc notre hypothèse, c'est que cette phase de délestage, elle a un intérêt temporel, elle a un intérêt qui consiste à décaler dans le temps la survenue du mouvement traumatique qui était représenté tout à l'heure et que je vous remontre avec mon petit mouvement frénétique de souris ici. Donc, l'hypothèse interprétative la plus probable ici, c'est que on a recours à une stratégie de délestage qui consiste à retarder cet élément traumatique pour laisser le temps aux muscles éverseurs de produire la force suffisante pour stabiliser la cheville. Donc c'est qu'une histoire temporelle a priori. Là, on est sur une étude qu'on a faite au sein du LIBM. Il se trouve que quand on fouille un peu dans la littérature scientifique, cette notion de délestage a déjà été décrite dans la littérature scientifique, et notamment Santos et Liu en 2007, donc ça fait 10 ans maintenant, ont considéré que, je vous renvoie vers leur article pour plus de détails, mais que ces stratégies de délestage étaient potentiellement utiles pour minimiser le risque d'entorse. Conradsen, encore lui, a suggéré fortement, dès 2002, donc là ça fait encore plus longtemps, ça fait 15 ans, que ces réactions pouvaient être des patterns d'allègement, donc de délestage, intéressants pour protéger l'articulation. Et puis ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que des personnes qui sont sujets aux instabilités chroniques et donc aux déstabilisations de cheville, sans forcément subir des entorses à chaque fois, eh bien, quand on les place sur ce genre de protocole, ont à la fois, donc là on parle des functional ankle instability, ici en gris clair, ont à la fois des réactions de délestage en amplitude plus importante et avec des délais plus courts. Donc
on peut considérer que ce sont des stratégies de délestage optimisées dans leur intensité comme dans leur timing. Et c'est ce qui fait conclure dès 2002 à Conradsen que ces stratégies de délestage peuvent faire partie de l'arsenal des défenses actives vis-à-vis des traumatismes de cheville en inversion. Et le fait que les gens qui soient exposés régulièrement à ces instabilités chroniques soient plus performants en timing et en amplitude sur ces stratégies fait dire à Conradsen que ces stratégies peuvent être entraînables, et c'est ce qui est particulièrement intéressant pour les rééducateurs. Et donc tout ça associé aux travaux que je viens de vous présenter montre que les stratégies de délestage après la proactivation, bien sûr, c'est le dernier rempart, a priori, de protection vis-à-vis des entorses de cheville, et qu'on peut entraîner le recours à ce dernier rempart si on est capable de reproduire fidèlement le mécanisme d'entorse. Donc fidèlement, c'est dans sa trajectoire, mais aussi dans sa vitesse. Il faut faire croire au système nerveux central qu'une entorse est en train de se produire, tout en restant dans des conditions sécurisées, sans dépasser 35 degrés d'amplitude. Et tout ça, si on arrive à faire croire qu'il y a un mécanisme lésionnel en cours de préparation au système nerveux central, et on l'entraîne à réagir à ça. Et donc, toutes les données vont dans ce sens à l'heure actuelle. Une fois que j'ai dit ça, encore une fois, je ne dis pas que entraîner les gens à faire du délestage, c'est le meilleur moyen de prévenir les entorses. Bien évidemment, le meilleur moyen de prévenir les entorses, c'est d'éviter la déstabilisation, et pour ça, d'avoir des fibulaires forts et qui réagissent au bon moment. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une lecture proprioceptive, une acuité proprioceptive satisfaisante pour engendrer la commande motrice au bon moment. Et il faut qu'il y ait une capacité de production de force, une commande motrice efficace, une synchronisation des unités motrices qui permettent de produire le moment de force éverseur efficace. Ça, c'est la base. Si jamais ce mécanisme est pris en défaut à l'entrée, au milieu ou à la sortie, et qu'il y a une déstabilisation soudaine, le meilleur moyen de réagir, ce sont a priori ces stratégies de délestage que je viens de décrire. Voilà, j'espère que ces quelques éléments, j'ai dépassé un peu le timing, mais ont pu vous apporter des informations sur ces notions entre durée de production du mécanisme traumatique et mécanisme de protection, parce que si on commence à se poser des questions, ça peut être un peu abstrait tout ça. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques éléments. Et donc je suis particulièrement ouvert à vos questions sur lesquelles je suis en train d'essayer de cliquer pour voir s'il y a des choses qui se passent. Et donc on va pouvoir voir tout ça si j'arrive à être bon. Alors, Johan, 2 questions de Johan. Alors, merci pour cette mise à jour encore plus précise qui revient sur des notions à la base des mécanismes d'entorse. Merci, Johan. Et puis, 17 minutes plus tard, toujours Johan, le travail sur plan instable autre que Myolux ne permet-il pas la proactivation ou le délestage? Alors, l'idée là, c'est pas forcément de focaliser sur le Myolux, mais puisque vous m'orientez sur ce sujet-là, on ne dit pas, les gens en tout cas qui sont autour du développement de Myolux ne disent pas que les plans instables multidirectionnels ou autres sont inefficaces. On dit simplement qu'ils ne servent pas à faire un travail proprioceptif ciblé sur la cheville. Par contre, pour aller faire du travail d'équilibration plus général, et notamment du travail sur la musculature plus proximale comme les abducteurs de hanche, il y a potentiellement un intérêt. Ce qui est démontré, et ce sur quoi on a pu travailler, c'est que la stimulation proprioceptive de la cheville n'est pas effective quand on déstabilise de manière multidirectionnelle et de manière non spécifique tout le pied. Donc Myolux sert, avec son ancrage métatarsien et avec la déstabilisation physiologique de l'arrière-pied, à cibler via un travail d'équilibration sur plan instable spécifique la proprioception de la cheville et à faire du renforcement en charge des éverseurs en excentrique, en concentrique, en isométrique. Et puis après, pour la composante de proactivation, eh bien, tout ce qu'il faut, c'est être capable de travailler en dynamique. On ne peut pas parler de proactivation si on reste sur du travail statique. Donc il faut pouvoir travailler en locomotion. Et là, le travail de locomotion
avec Miolux, a démontré la capacité à générer de la proactivation qui correspond pile au délai électromécanique. C'est-à-dire qu'il faut générer de la proactivation sans détériorer le pattern d'activation musculaire locomoteur classique. C'est ça le vrai truc. C'est qu'il faut générer cette proactivation sans perturber la marche. Donc on a pu le démontrer avec Miolux en 2005, c'est notre équipe. En 2014 et en 2015, c'est l'équipe du professeur Hertel, donc le référent international qui confirme les résultats qu'on a pu mettre en évidence en 2005. Après, je pense que j'irai trop loin en vous disant qu'en marchant sur de la mousse ou en marchant sur du sable, on ne génère pas de proactivation. Par contre, personne ne l'a montré, et personne ne l'a montré soit parce que ça marche pas, soit parce qu'on est incapable de détecter à la milliseconde près l'instant de pose du talon au sol et l'instant d'activation musculaire, ce qui est absolument nécessaire pour calculer ce temps de réaction et éventuellement cette proactivation. Dès lors qu'on pose le pied sur un support mou, c'est compliqué de détecter à la milliseconde près l'instant de pose du pied au sol. Donc il y a peut-être aussi un revers méthodologique là derrière. J'espère avoir été à peu près clair là-dessus. Au cas où, n'hésitez pas à surenchérir pour que je précise. Jonathan nous demande comment entraîner un délestage avec un cabinet classique sans matériel Miolux. Et t'y remercie pour cette présentation très claire. Merci Jonathan. Alors, la déstabilisation sans Miolux, ce qu'il faut, c'est essayer de reproduire un mouvement d'inversion et essayer de faire en sorte que ça approche, que ça ait une haute énergie cinétique, donc ça approche les 600 degrés par seconde, donc c'est compliqué à vérifier, d'une part, c'est sûr. Et puis, ce qui est compliqué après aussi, c'est d'assurer la sécurité du patient dans ces conditions-là. Nous, ce qu'on a fait, c'est que ce qui ressort de la littérature scientifique, c'est qu'il n'y a aucune atteinte, notamment du faisceau antérieur du ligament collatéral latéral, avant 42 degrés. Donc on a considéré 40, et puis on s'est mis une marge de sécurité, on a bloqué à 35. Les gens qui n'arrivent pas à maîtriser le mouvement d'inversion contre leur poids du corps avec Miolux sont bloqués à 35, ils n'ont aucun risque traumatique. Puis si jamais il y en a un, eh bien c'est de la responsabilité de l'entreprise qui commercialise le dispositif. Donc pour le thérapeute, ça sécurise un peu les choses. Après, si vous arrivez à mettre votre patient dans des conditions où vous reproduisez ce mouvement d'inversion à des vitesses importantes et en le sécurisant, eh ben, vous êtes dans des situations intéressantes pour stimuler les mécanismes de délestage, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir recours à un matériel particulier dans ce cadre-là. Jonathan toujours, les petites palettes proprio-foot peuvent-elles être utiles? Y a-t-il eu des études sur celle-ci? Alors, moi je pense vraiment que les palettes proprio-foot peuvent être particulièrement utiles pour stimuler la proprioception de la cheville, et notamment à travers cette fameuse notion de dissociation avant-arrière-pied et cette notion de cardan de l'arrière-pied qui vient engendrer des rotations tibiales. Autrement dit, sur l'aspect proprioceptif, je pense que si on positionne bien un ancrage métatarsien et une déstabilisation de l'arrière-pied la plus physiologique possible, donc la plus orientée vers l'axe de l'inversion de cheville possible, avec des palettes proprio-foot, on peut faire un travail proprioceptif statique particulièrement intéressant, et tout aussi intéressant qu'avec Miolux, à condition de bien se servir et de bien positionner les palettes. Là où les choses se compliquent, c'est pour travailler sur le renforcement en charge, sur l'amplitude complète, en excentrique, en concentrique, en isométrique, et puis pour travailler sur les aspects de proprioception dynamique, donc en locomotion, et sur les aspects de génération de la proactivation, parce que c'est compliqué d'aller travailler sur des activités dynamiques avec ces fameuses palettes. Donc Jonathan encore dans l'axe de Henke au maximum à l'heure pour l'arrière-pied. Donc ouais, alors l'axe de Henke, on est bien d'accord. En fait, stabiliser l'avant-pied et déstabiliser l'arrière-pied autour d'un axe qui représente une inversion de cheville. C'est-à-dire on rentre par le postérolatéral au niveau de l'arrière-pied, on ressort toujours au niveau de l'arrière-pied, ou en tout cas au niveau du médio-pied en antéromédial. On n'est pas au degré près là-dessus. Par contre, autoriser un ancrage de l'avant-pied, ça permet de générer des forces de réaction au sol pour pouvoir s'équilibrer. Si vous mettez
support complètement déstabilisant sous tout le pied, votre pied est disqualifié. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interface de réaction pied-sol, et donc votre cheville, de fait, ne peut devenir que cette interface, que remplacer cette interface. Et donc il y a une co-contraction des muscles périarticulaires de la cheville. Ça devient l'interface, le pivot de votre posture, et donc vous régulez avec ce qu'il y a au-dessus. Si vous voulez que l'interface pied-sol continue à faire son travail, il faut laisser une interface pied-sol efficace pour produire des forces, une interface stable. Il se trouve que vous voulez rééduquer la cheville, qui est plutôt l'arrière-pied, donc autant faire en sorte que cette interface stable soit l'avant-pied. Donc l'arrière-pied, lui, est déstabilisé. Honnêtement, si vous mettez, je pense, votre avant-pied ancré au sol et votre arrière-pied sur un support déstabilisant comme une balle de tennis, vous êtes déjà beaucoup plus efficace vis-à-vis de la stimulation proprioceptive de la cheville, qui assure des supports instables multidirectionnels. Ensuite, si vous ancrez votre avant-pied sur ProprioFoot et que vous déstabilisez l'arrière-pied le plus fidèlement possible, sans être trop précis non plus et en étant tout à fait compatible avec une activité clinique quotidienne, votre arrière-pied autour de l'axe de l'inversion, vous pouvez faire des choses très intéressantes sur cette stimulation proprioceptive. Encore une fois, je mets un bémol sur le renforcement en charge excentrique, concentrique sur une amplitude importante et sur le travail de proactivation. Jonathan nous remercie encore une fois, je le remercie également pour cet échange très intéressant. JP qui nous demande comment évaluez-vous un patient sur cette problématique de proactivation. Alors là c'est compliqué, moi j'ai effectivement une activité de recherche, donc la manière dont j'évalue les patients qui ont une problématique de proactivation, c'est en mettant un petit capteur de force sous leur talon, un petit capteur de contact, un capteur FSR, et puis en mettant en mesurant l'activité électromyographique de ces fibulaires, en faisant tout ça, rentrer tout ça dans une carte d'acquisition, synchronisée à la milliseconde près, en mesurant ce qui se passe. J'ai bien conscience que justement c'est pas ce qui peut se faire en cabinet, et c'est là que notre groupe de recherche se situe, c'est d'essayer de faire en sorte que ce qu'on mesure en laboratoire de recherche puisse être accessible à la pratique clinique. Donc on l'a fait très clairement pour mesurer les faiblesses des éverseurs. Sur la proactivation, ça reste à affiner, mais en tout cas un patient qui marche avec un dispositif qui déstabilise spécifiquement son arrière-pied et qui est embarqué à chaque fois en inversion, a priori c'est qu'il ne proactive pas assez ou qu'il ne proactive pas. Et puis, il y a une contre-réaction à tout ça, dont on a déjà pu parler de multiples reprises dans le cadre de ces webinaires, c'est l'hyperpronation. Ce sont des gens qui surcompensent et donc viennent proactiver de manière trop importante et qui viennent être régulièrement, ou en tout cas presque tout le temps, sur les rayons internes. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est en hyperpronation, ou quand vous voyez quelqu'un qui, sur un support instable, se laisse déstabiliser en inversion, c'est soit qu'il a, dans le premier cas, une surestimation, en tout cas qui proactive peut-être trop, et dans le deuxième cas, qui proactive pas assez. Il reste encore à mettre des éléments cinématiques plus chiffrés et plus accessibles là-dessus. L'objectif n'est pas forcément de parler de Myolux ce soir, mais sur l'exercice 3, ou en tout cas l'évaluation numéro 3 du Myolux Medic Evolution, avec la centrale inertielle et l'application développée à cet effet, il y a une petite option qui nous permet de détecter les sujets en hyperpronation, qui sont souvent des sujets qui ont une problématique au niveau de la proactivation musculaire. Yannick, bonsoir Yannick, la proactivation peut-elle se travailler par pliométrie? J'ai du mal à avoir une réponse catégorique là-dessus, comme souvent d'ailleurs, c'est toujours compliqué d'avoir une réponse catégorique, mais oui, la pliométrie est intéressante. Par contre, ce que je pense vraiment, c'est qu'il faut une phase de sustentation pour qu'à un moment donné, il y ait proactivation, c'est-à-dire soit à la marche, soit à la course, soit à la réception de saut,
on peut parler de proactivation parce qu'à un moment donné, tu es en sustentation, à un moment donné, on peut détecter un moment d'impact du pied au sol et puis voir si tu as activé avant, après et dans quelle ampleur ces groupes musculaires-là. Si tu fais de la proactivation avec l'arrière-pied ancré et que tu laisses le sujet aller sur la phase excentrique et que tu lui demandes de réagir, hein, de faire des phases excentriques rapides et des phases concentriques en réaction rapide, quelque part tu vas travailler peut-être sur de la proactivation mais qui n'est pas corrélée à une activité fonctionnelle et à une pose de pied au sol sur une activité dynamique. Donc je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça de la proactivation. Alors après c'est une question de sémantique, mais en tout cas dans la littérature scientifique, par rapport à ce que je peux connaître, à chaque fois qu'on parle de proactivation, le point de repère, le T0, c'est l'impact du pied au sol. Donc si tu fais des sauts et que ton travail pliométrique est basé sur ce travail de saut, oui, il y a sûrement des choses à aller voir, et il y a sûrement des choses à étudier d'ailleurs. S'il y a un ancrage de l'avant ou de l'arrière-pied au sol et que tu fais ton travail pliométrique à partir de là, je ne saurais pas trop où placer le T0 pour parler de proactivation. Mais encore une fois, ça reste de la sémantique. Johan... alors, Johan, myolux talon au sol, alors souvent en torse est produite lors de la réception qui n'est pas talon au sol. Alors, j'avoue ne pas trop comprendre la question qui a été posée il y a une petite dizaine de minutes par Johan. Myolux travaille talon au sol, or, souvent l'entorse est produite lors de la réception qui n'est pas talon au sol. Ah ouais, on travaille souvent avec talon au sol avec myolux et l'entorse est souvent produite lors de la réception qui n'est pas talon au sol. Voilà, okay. Très bien, oui, alors ça, parfaitement. Il y a tout un protocole qui est proposé avec Myolux Medic 2. Vous avez peut-être vu que la pelote d'avant-pied est biseautée, peut être biseautée en tout cas, en fonction du réglage qu'on choisit vers l'extérieur. Et donc il y a tout un travail de montée sur les pointes et puis de réception sur l'avant-pied qui est justement là pour aller travailler plus spécifiquement sur ces problématiques d'occurrence d'entorse à la réception avant-pied sol. La principale différence biomécanique, c'est que c'est plutôt le court fibulaire qui est stabilisateur à l'attaque du talon au sol et le long fibulaire qui est stabilisateur à l'attaque de l'avant-pied au sol. On en est conscient. Néanmoins, même les gens qui se font des entorses sur l'avant-pied, donc il y a ce premier élément de réponse que je viens d'apporter, et même les personnes qui se font plutôt des entorses à la réception avant-pied-sol, quand on les teste sur la capacité à maîtriser l'inversion, donc l'exercice 4 du Myolux Evolution, pour ceux qui sont équipés, eh bien, les personnes qui font des entorses à la réception plutôt avant-pied-sol ont des déficits sur cet exercice qui est plutôt arrière-pied ancré au sol également, parce que malgré tout, long et court fibulaire, même si on peut aller plutôt cibler l'un ou l'autre, reste des synergistes. Voilà, a priori je vois pas d'autres questions pour le moment, j'espère avoir apporté les réponses qui pouvaient être attendues. En tout cas, je vais commencer le message de conclusion. Si jamais il y a d'autres questions qui arrivent, j'hésiterai pas à les évoquer. Je vous remercie encore en tout cas pour votre attention et puis votre présence ce soir. Vous recevrez demain ou après-demain le support PDF de cette présentation et la vidéo, le lien vidéo vers YouTube. Vous pouvez nous contacter sans problème pour avoir un peu plus de précision. Et puis voilà, encore une fois, merci d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. Et je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, de visu ou pour une nouvelle session de l'Académie de la Cheville.